Ma vidéo précédente, un vivant de bavardage-clavardage avec ses spectateurs, a été supprimée puisque j'y aurais attenté à la vie privée de Bunker D, l'ingénieur social technofasciste volant systématiquement au secours du trust agrochimique, soit Monsanto et compagnie. On a pu effectivement le lire un peu partout sur Facebook et YouTube, courant 2017, venir faire de la limitation de casse tout et quante fois que la plèbe avait le toupet de s'indigner tant du business des intrants phytosanitaires, lesquels n'ont de sanitaire que leur activité de préservation des dividendes des actionnaires du lobby les produisants, que des lourds dégâts qu'ils entraînent, au niveau des sols, de la faune, de la flore, des agriculteurs, des producteurs, des consommateurs. Bunker D fait partie de l'Astec, que l'on devrait rebaptiser Astic, tant cette gentille association lustre le chibre de Big Pharma et du trust agrochimique. Aztec qui chapeaute l'équipe de la tronche en biais, et rappelez-vous que la teub, c'est pour les teubés. Il est producteur associé de leur documentaire Les lois de l'attraction mentale, et a été bien sûr l'invité de leur live hilarant sur l'agroalimentaire. Son identité n'est donc un secret de polichinelle, d'autant que cet Apollon de l'esprit critique, faisant commerce de mensonges et manipulations, intervient régulièrement dans les commentaires de Facebook sous son identité réelle pour notamment y hyper la propagande qu'il répand sous son nom d'emprunt Bunker D. Puisqu'il est avéré que Monsanto emploie des trolls afin de polluer les débats en ligne, leur mode opératoire est de ne rien laisser passer, comme a pu le faire Bunker D pendant l'épisode du glyphosate, et qu'il n'y a pas eu en 2017 de défenseurs plus acharnés que lui des intrants phytosanitaires de l'agrochimie industrielle sur les réseaux sociaux français, une conclusion semble s'imposer. Ce qui ne manquera pas de choquer les sceptiques naïfs, croyant qu'on leur parlait de science, quand on ne faisait que leur imposer les injonctions d'une industrie manipulant des études et données depuis quelques décennies, activité dans laquelle elle excelle, et à laquelle elle peut former des étudiants en thèse graphomane et sous cacheton, cacheton leur permettant de pouvoir se regarder dans un miroir sans vomir. On se demande bien alors pourquoi cet individu s'émeut que l'on énonce à haute et intelligible voix ce qui est évidence chez quiconque est assez malade ou taquin pour utiliser son temps de loisir disponible à observer dans leur milieu naturel les pseudo-sceptiques, ou zététiciens comme ils aiment à s'appeler. À s'appeler à tort, la zététique étant un processus de recherche, de doute, de suspension de jugement, actes mentaux nécessairement délibérés, et que fuient les bienveillants inquisiteurs du matériel au scientisme, tout occupés qu'ils sont à moisir dans leurs croyances, mais surtout à gratter des bons points académiques ou des petites enveloppes auprès de mandarins ou de lobbyistes. Étudier les phénomènes paranormaux à leur niveau le plus répandu, comme par exemple les voies médicales empiriques et pour lesquelles aucune théorie exhaustive n'existe encore, acupuncture, magnétisme, homéopathie, mais cela risquerait de faire bouger les paradigmes en cours dans le monde de la science, paradigmes qui font grailler tous les industriels dont les technologies déployées dépendent du status quo. Explication. Si l'on admet que des pratiques médicales ou agricoles se passant de biochimie industrielle sont au moins aussi efficaces, et souvent plus, beaucoup moins nocives, elles le sont quasi systématiquement, les entreprises faisant le caviar de leurs actionnaires grâce à la prédominance du tout biochimique risquent d'en développer une certaine aigreur et un manque à gagner conséquent, le public se tournant alors vers des approches moins nocives, voire moins coûteuses puisque pas de brevet. C'est bien ce qui se passe depuis le début des années 2000, grâce à la démocratisation d'Internet qui permet à la ménagère de plus ou moins de 50 ans de s'intéresser à des thérapies ne tuant pas 15 000 personnes par an en France, comme le font les médicaments allopathiques, thérapies qui peuvent peut-être guérir durablement ces maux chroniques, comme ne le font souvent pas les médicaments proposés par le lobby pharmaceutique allopathique, puisqu'un malade guéri n'est plus un cochon de payeur. Il ne faut donc pas s'étonner de l'explosion de chaînes et pages pseudo-sceptiques sur les réseaux sociaux. Big Pharma et le trust agrochimique, annonceurs principaux des croisés impartiaux et zététiciens, emploient des gens à faire de l'écoute de fréquence sur des portails comme Doctissimo, auféminin.com ou des forums d'agriculteurs, bref tous les sites sur lesquels des quidams témoignent que l'homéopathie a permis de soigner leurs troupeaux ou que le radis noir leur a bel et bien nettoyé le foie. Rappelons-le de nouveau, la propagation de ces pratiques crée un manque à gagner pour les lobbies concernés. En effet, on ne peut pas breveter le radis noir, qui se vend en supermarché, pas plus qu'on ne peut breveter des préparations homéopathiques, puisqu'elles ne contiennent que de l'eau. Mais de l'eau informée, contrairement au public des véritologues zététiciens, public malheureusement est simplement manipulé.
Je précise, le radis noir n'est qu'un exemple, les cures de détox sont un peu plus compliquées, mais le radis noir est très bon pour le foie, et notamment pour les lendemains de bringue. Ceux qui suivent ma chaîne savent qu'à part mettre des doigts dans le cul de mon chat, bon, techniquement c'est une chatte, mais mettre des doigts dans le cul de ma chatte serait aussi dérangeant pour l'imaginaire que des photos de Bailey J le sont pour l'orientation sexuelle des cisgenres. À part mettre des doigts dans le cul de mon chat, donc, insulter des franco-maghrébins tellement perdus dans leur identité qu'ils finissent par s'inféoder à l'hérésie islamique arabe que l'on peut résumer par le concept de taïmi-wahhabisme, j'ai pour hobby d'emmerder des zététiciens parce que ces gens sont des ennemis de l'environnement, des êtres et même de la science. Leur idéologie vise à ce que la recherche scientifique ne change pas de paradigme et continue dans le tout biochimique, pour la plus grande joie de leurs maîtres, lesquels jouissent aussi bien d'une biodiversité moribonde, ça fait vendre de l'engrais, et même des pesticides, puisque monoculture égale parasites en masse, que de systèmes immunitaires défoncés par les bons produits de Big Pharma, ce qui fait vendre encore plus de médicaments. Un mauvais esprit complotiste dirait même que tout est lié, la nourriture industrielle bourrée d'intrants, entraînant des troubles chroniques et plus si affinités, que les labos se proposent, non pas de guérir, mais d'atténuer grâce à leurs produits. Vous allez me dire, Victor, connard de merde, tu délires et tu pars dans tous les sens. Ce à quoi je vous réponds, certes non, il existe de nombreux points communs entre le salafiste quiétiste et le sectateur pseudo-sceptique. Veux-tu les découvrir? Je t'invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo, à la chaîne de laquelle tu vas t'abonner, après m'avoir mis un gros pouce dans mon gros cul virtuel. Vers le haut ou vers le bas. En bien ou en mal, ton intérêt augmente mes ventes. Alors évidemment, on me dira qu'en attaquant les étêteux, je fais leur pub. Mais le boulot est déjà accompli par l'achat des abonnements, likes et pouces sur YouTube et Facebook. Je n'ai pas la prétention d'imaginer que mes blablas pourraient avoir plus de poids que le love-bombing sous compte poubelle dont bénéficient les chaînes du pseudo-scepticisme, soutenues par des officines d'ingénierie sociale dont il est difficile de savoir qui elles sont, puisque le principe de l'astroturfing est justement de dissimuler les sources de financement. Mais quel est le rapport entre salafisme et zététique pseudo-sceptique? Je vous propose la lecture de ce commentaire que je publiais il y a quelques mois sur la page Facebook de Thomas Durand, le gourou des teubés. Ma shawarma alaikum, cher Durand. Et je m'étonne, moi, simple tenant, vivant dans la crainte et la soumission aux croyances pseudo-scientifiques, que vous rejetiez si violemment la religion. En effet, n'est-il pas exact que d'amusants points communs existent entre salafisme et zététique 2.0 ? Explication. On voit le refus catégorique d'engager tout processus d'étude rationnelle sans présupposés dogmatiques des phénomènes paranormaux. D'un côté, les salafs disent il ne faut pas fréquenter les djinns, il ne faut pas s'intéresser à l'invisible, il ne faut pas prier les saints. Et puis de l'autre, on a les pseudo-sceptiques qui disent que l'apoxie, le gaz des marais, ça explique tout ce qui relève du paranormal. Je dis qu'on constate les mêmes aigreurs et agressivités, tant chez le pseudo-salaf qui maudit les fidèles allant prier dans un mausolée de saints, voire même il est sort de l'islam, mais rappelons que le taïmiyo wahhabé, il confond shirk et tawassul, ignorant qu'il est de sa propre religion. Que chez le pseudo-sceptique, confronté à des présentations de phénomènes paranormaux ne rentrant pas dans le cadre de son dogme matérialo-scientiste. Alors bien sûr, tout ça, ça dépend de la soumission idéologique à une autorité supérieure, soit celle des oulémas d'Arabie Saoudite, soit celle des études et comités de lecture de la science officiels, entre guillemets. Ces autorités ne sauraient être remises en question, parce qu'elles sont évidemment infaillibles. Forcément, quand il y a le groupe think collégial, jamais il est lié à des intérêts politiques, économiques ou industriels. Et ce qu'ils ont en commun aussi, j'ai remarqué, c'est la fausse bienveillance et la courtoisie feinte. Mais ça, s'ils font les gentils parce qu'ils attendent d'avoir plus de poids socio-médiatique et de pouvoir engager des purges idéologiques. Et je précise quand même que les salafistes, ils aiment bien purger à la Kalachnikov. Et les pseudo-sceptiques, eux, ils sont déjà en position de force. Ils n'ont pas besoin d'autre violence que celle de l'ingénierie sociale. Et puis finalement, le pseudo-sceptique, comme le salaf, il ordonne quasiment aux plébéiens de ne faire confiance qu'aux experts, puisque la science des études, elle n'est pas moins impénétrable que la science des hadiths.
Voilà, cher Durand, c'était juste pour vous dire que je vous trouve un petit peu comme les salafs. Mais je vois que vous avez déjà commencé la chasse aux sorcières depuis bien longtemps, mon cher Chir, et que la fils vous facilite. Quand des esprits chagrins traitent la zététique de secte, ils ne plaisantent qu'à moitié. En plus de ces faits communs avec le salafisme, qui est, j'espère que vous le savez ou le comprendrez rapidement, une secte islamiste effroyablement délétère pour l'islam et les humains, vous pouvez constater que les gourous du pseudo-scepticisme ont un mal effroyable à positionner leurs ouailles vis-à-vis de leurs proches ne partageant pas leur enthousiasme postmoderne, ironique et décalé pour la communication des lobbies. On constate ainsi qu'un sujet récurrent dans les conversations entre illuminés scientistes est celui des repas de famille avec l'oncle Rodolphe ou la tante Gudule, qui se soignent à l'homéopathie et qui croient aux moines bourrus. Alors bien entendu, les gourous pseudo-sceptiques n'iront jamais conseiller la rupture nette avec l'environnement familial. Ils intiment simplement la patience, et si possible un prosélytisme doux, avec les dangereux représentants des pseudosciences en action, représentants qu'ils rejettent cependant tacitement à travers tout leur discours dans la catégorie des délirants. La rupture est alors symboliquement consommée entre gens et têteux et ceux de son environnement ne croyant pas systématiquement à la probité des études reconnues du consensus scientifique, non plus qu'en l'apparente consensualité du monde de la recherche concernant des sujets touchant au médical ou à l'agroalimentaire, et encore moins en l'indépendance du monde de la recherche par rapport au monde industriel, faisant son bif grâce à la stagnation dans le paradigme matérialiste et tout biochimique. Je précise bien, nul gourou zététicien ne conseille de fuir son environnement social, contrairement aux sectes pour qui cette extraction est nécessaire à l'endoctrinement. Mais tous les discours du pseudo-scepticisme zététique encouragent au moins inconsciemment à un repli dans le cadre rassurant des groupes Facebook Z et distillent en permanence l'idée que leurs petits manipulés sont dans le chemin du vrai, marche sur le sentier d'Allah, diraient d'autres idéologues, tout comme celle que leurs proches, les contredisant, sont des égarés. Des couffards. Ceci est bien un discours sectaire que l'on retrouve aussi bien chez les conspis les plus dispersés que dans les sectes les plus vicieuses.